Bonjour et bienvenue sur l'émission En Amour. Je suis Nicolas, donc je suis l'auteur et le créateur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Donc dans cet épisode, c'est l'épisode numéro 27, on va parler de la peur de s'engager, de comment la gérer, on va essayer un peu d'expliquer à quoi ça peut ressembler, qu'est-ce que c'est et quoi faire en fait quand vous avez ou votre partenaire a c'est un peu cette peur de l'engagement, parce qu'on c'est un peu plus compliqué que ça en a l'air. Et c'est quelque chose que j'aimerais apporter quelques nuances sur ce sujet-là que je trouve assez important, parce qu'on est un peu tous passés par là. Il y a des gens qui ont aussi ce qu'on appelle la phobie de l'engagement, qui est un peu différent qu'une simple peur. Et voilà, donc je voulais un peu clarifier tout ça pour vous et surtout vous aider à avancer. Donc déjà, si on commence par le début et qu'on se demande qu'est-ce que c'est que la peur de l'engagement, moi je le définirais comme une résistance à la prochaine étape d'un couple, ou pour certaines personnes éventuellement à la création du couple. Donc c'est-à-dire qu'on vit à deux, on est dans une relation un peu légère, peut-être pas très sérieuse, et il y a un moment donné, il faut soit vraiment se dire ok on est en couple, ou une prochaine étape ça peut être vivre ensemble, créer, je sais pas moi, avoir un compte joint, ça peut être avoir un enfant, ça peut être se marier, ça peut être se paxer, ça peut être plein de choses comme ça qui sont des étapes souvent un peu majeures de couple, un peu plus importantes et voilà qui nous font simplement peur et du coup il y a cette résistance ou cette fuite éventuellement euh, de la prochaine étape. Et alors quelques signes, je voulais aussi maintenant qu'on a un peu défini ce que c'était la peur d'engagement, je voulais parler de quelques signes qui sont les signes les plus courants que j'ai soit vus soit constaté moi-même, soit que j'ai pu voir un peu dans mes recherches en se préparant ce podcast. Ce sera une personne, si quelqu'un qui a peur de s'engager, sera quelqu'un qui a peu ou pas de temps à vous accorder, ou c'est vous qui accorderez peu ou pas de temps aux autres, peu ou pas de place pour créer une relation de couple, donc des gens qui vont peut-être de hook-up en hook-up, ou de coup d'un soir en coup d'un soir, ou de relations assez superficielles, sans vraiment se mettre à deux et créer cette relation de couple. Des personnes qui vous donneront pas de nouvelles, donc qui sont vraiment distantes, qui peu ou pas de nouvelles, qui vont vraiment un peu vivre dans leur bulle à eux et qui vont pas oser vraiment créer cette relation où il y a un échange, où il y a quelque chose de plus construit. Et enfin, l'un des autres gros signes, on va dire, ça peut être quand vous parlez d'une des prochaines étapes que j'ai expliquées au début, donc ça peut être, je sais pas moi, acheter une maison à deux, acheter un appart, prendre un prêt, construire quelque chose comme, je sais pas moi, une entreprise ou une organisation, une association, faire un enfant, etc. C'est la personne qui va toujours délayer la prochaine étape, alors que ce soit les discussions, la prise de décision ou l'action, en disant j'ai besoin d'un mois pour y réfléchir, puis au bout du mois non, j'ai besoin d'y réfléchir encore, puis ok on y va, mais il n'y a pas d'actions qui sont prises, voilà, quelqu'un qui est dans toujours cette résistance de la prochaine étape, ou cette fuite éventuellement de la prochaine étape. Ça c'est des signes qui peuvent vous aider un peu à reconnaître si soit vous résistez, et soit vous êtes dans cette entre guillemets dans cette peur de vous engager, ou soit votre partenaire résiste, il est dans cette peur ou elle est dans cette peur de s'engager. Quelque chose qui revient souvent aussi, c'est un peu cette idée de est-ce que c'est quelque chose que les hommes font plus que les femmes? Je trouve ça assez rigolo de se poser cette question-là. C'est une question qui m'avait été posée, et donc je voulais quand même en toucher deux mots, y répondre. Et en fait, autant les hommes que les femmes ont la peur de s'engager, c'est quelque chose qui évolue un peu au fil des temps pour les raisons pourquoi, enfin sur le pourquoi, parce que notre société évolue et le rôle de la femme et le rôle de l'homme évolue, mais c'est pas quelque chose qui est que chez l'homme ou qui est que chez la femme ou qui est voilà c'est difficile à dire si c'est plus d'un côté que de l'autre bien sûr, mais voilà vous pouvez être une femme et avoir peur de vous engager. Un exemple que je prends souvent dans ces cas-là, parce que c'est souvent des femmes qui m'ont dit que voilà les hommes ont peur de s'engager et que les femmes moins. Et par exemple ça peut être pour envoyer un peu la pierre entre guillemets en disant que souvent, moi, les femmes que j'ai rencontrées, elles ont peur de faire un enfant si elles sont avec un homme immature, par exemple. Donc ça, ce sera une sorte de peur. Ça peut rentrer dans le cadre de la peur de l'engagement. C'est vrai qu'après les hommes, nous, des fois, on a tendance à avoir des peurs un peu différentes. Ça peut être la vie à deux, ça peut être simplement créer le couple. Et c'est des choses qui, les générations d'aujourd'hui ou un peu plus jeunes même, ont du mal à faire, en fait. Mais bon, c'est pas au-delà de ces quelques exemples qui peuvent paraître un peu classique ou traditionnel, on va dire. Il y en a, il y a beaucoup d'autres exemples et ça se retrouve chez les deux sexes, hein, bien sûr,
quelle que soit votre sexualité. Et je voulais toucher un mot sur la phobie de l'engagement aussi, avant de passer un peu avant d'aller sur le pourquoi on a peur de s'engager. Et en fait, la phobie de l'engagement, c'est simplement le niveau supérieur de la peur, en fait. La peur, voilà, c'est quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais fait, par exemple. On a des craintes, on n'ose pas, on délaie, on résiste, etc. Mais la phobie, c'est les gens qui ont vraiment cette peur irrationnelle, un peu maladive, euh, peut-être avec une pathologie psychologique ou voilà, il y a peut-être des problèmes, on va dire, en termes émotionnels ou en termes mentaux, et pas nécessairement grave, hein, mais je veux dire, il y a peut-être un peu de travail à faire en thérapie ou à soigner d'une autre manière pour passer au-delà de ça. Et du coup, ça, quand on est dans une phobie, on va vraiment ouais, c'est vraiment, enfin, c'est une peur de l'engagement, mais qui est maladive, en fait. Du coup, c'est assez similaire dans les symptômes, dans les signes. C'est juste beaucoup plus intense, en fait. C'est beaucoup plus obsessionnel. C'est quelque chose, peut-être qu'on va ruminer, beaucoup plus. Et si vous pensez avoir une phobie de l'engagement, vous êtes avec quelqu'un qui a une phobie de l'engagement, c'est probablement quelque chose pour lequel il vous faudra vous faire accompagner. Pour une simple peur de l'engagement, bah, vous pouvez compter sur vos amis, sur votre famille. Vous pouvez bien sûr vous faire accompagner par un coach, par un thérapeute aussi. Ça peut, par un thérapeute, c'est des choses qui sont utiles, hein. Ça peut vous aider. Vous allez voir dans les solutions pourquoi ça peut être intéressant de se faire, entre guillemets, de se faire aider ou de se faire suivre par rapport à ça, quoi. Si vous voulez vraiment construire votre couple, vraiment avancer, et que vous avez des gros blocages vis-à-vis de cette peur de vous engager et de passer aux étapes supérieures du couple, enfin voilà, ça en vaut la peine d'être capable d'avancer, quoi. Donc voilà, quelques mots sur la phobie, c'est vraiment un peu le niveau supérieur de la peur et c'est souvent relativement maladif et quelque chose qui se travaille, hein, qui se travaille bien, sur lequel on peut bien avancer aussi. Alors pourquoi a-t-on peur de s'engager? Alors j'aimerais vous parler de 5 points, 5 axes, on va dire. La première chose que j'aimerais dire dans le premier point, c'est qu'en fait, il faut pas. Je vois la peur de l'engagement un peu comme un oignon ou comme une réglette de 0 à 100. Et donc, je sais pas, moi, emménager ensemble, peur de l'engagement, 20 sur 100 par exemple. Avoir un enfant, peur de l'engagement, 80 sur 100. Ces nuances-là. Donc, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. On n'a jamais soit peur complètement de s'engager, soit jamais peur de s'engager. On a parfois un peu, mais c'est un 5 sur 100, donc on va le faire facilement. Parfois beaucoup, mais c'est un 70 sur 100, donc on va peut-être quand même être capable de le faire en réglant quelque chose, en ayant quelques conversations, etc. Donc c'est important d'avoir cette granularité, en fait, ce détail dans ce qu'on fait vis-à-vis de la peur de l'engagement, et de ne pas se dire que c'est soit j'ai peur, soit j'ai pas peur. Non, on a un peu ou beaucoup, et des fois c'est du 100, des fois c'est du 0. Voilà, et puis des étapes, ça peut être vivre ensemble, faire un enfant, ce genre de choses-là. Donc à chaque fois qu'il y a une décision importante, on va être un peu situé sur cette règle, sur cet axe de 0 à 100, et ça va changer selon les décisions importantes ou les étapes du couple, en fait, où on peut être très à l'aise avec s'emménager avec quelqu'un ou se marier et pas du tout avec faire un enfant, par exemple. On va avoir cette peur de l'engagement sur quelque chose en particulier, et on va voir un peu pourquoi dans les points suivants. Ce qui est souvent le cas aussi, ce que je trouve assez intéressant vis-à-vis de la peur de l'engagement, c'est quand cette idée de que c'est un nouveau niveau d'engagement. Donc si on repart à notre enfance, hein, la première fois qu'on était amoureux, c'est se tenir la main, se faire un bisou d'une certaine manière. Quand on était ado, c'était peut-être vraiment créer ce couple, avoir une vraie petite copine ou un vrai petit copain, coucher ensemble, vivre ensemble plus tard et ce genre de choses-là. Et en fait, on se rend compte qu'en vieillissant, que les étapes qu'on a déjà franchies dans le passé, souvent on les refranchit plus facilement la fois d'après. Alors, il y a quelques exceptions, et c'est derrière le point suivant, c'est les douleurs passées. Donc c'est vraiment quand on a eu, je sais pas, par exemple, c'est quelque chose qu'on a déjà vécu, mais ça a été traumatique, ou c'est quelque chose que nos parents ont vécu et qui a été traumatique et on l'a pris pour nous aussi. Et du coup, on a ces douleurs passées, on a ces blessures, et on n'arrive pas à aller au-delà de ça. Et c'est là aussi où se faire accompagner, ça peut être intéressant, parce qu'il y a un travail à faire sur vous, émotionnel et mental, et peut-être aussi à d'autres niveaux, et énergétique pour ceux qui sont là-dedans. Et voilà, donc les douleurs passées, ça peut aussi être une forte raison pour nos peurs d'engagement, ne serait-ce que par exemple, je sais pas moi, des gens qui ont vécu à deux,
ça s'est très mal terminé, et du coup, la prochaine fois qu'ils vont se remettre en couple, ben, emménager ensemble, ça va être quelque chose de, voilà, ça va être quelque chose qui va être fait d'une manière très différente, peut-être avec beaucoup plus de, on va peut-être beaucoup plus y penser, on va beaucoup plus le préparer, on va beaucoup plus le craindre, et on va avoir peur un peu de refaire cette étape-là qui s'est mal passée, tout simplement. Le quatrième point que je voulais amener, c'est les croyances limitantes. Alors, c'est un peu l'évolution des douleurs passées, c'est-à-dire que souvent on développe des croyances limitantes. Alors il y a plusieurs manières de les développer, hein. Soit on peut les avoir prises des autres, donc on peut les avoir prises de, je sais pas moi, de nos parents, des films qu'on voit, des chansons qu'on écoute, mais aussi on peut les avoir développées au fil du temps quand on a accumulé des douleurs passées. Donc je sais pas, par exemple, on a été trompé 3 fois par 3 partenaires différents, et donc on peut se dire que selon si notre partenaire c'était un homme ou une femme, que bah voilà que les hommes c'est tous des salauds, ils trompent tout le temps, que les femmes c'est toutes des garces, elles trompent tout le temps, etc. On peut développer ce genre de croyances vis-à-vis de nos expériences ou vis-à-vis de nos mentors ou vis-à-vis de nos parents qui vont nous limiter ou nous faire peur quand on s'engage avec quelqu'un. En fait, parce que si votre croyance est que de toute façon vous allez être trompé, quelle que soit la relation, bah, ça va peut-être être dur de se marier, de faire un enfant, d'avancer dans le couple. En fait, donc il va falloir aller au-delà de cette croyance, résoudre un peu ces blessures émotionnelles et résoudre ce qu'il y a en nous qui fait qu'on est trompé. Parce qu'il y a aussi ça, hein, quand on est trompé, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui fait que on va attirer le genre de partenaire qui n'est pas fidèle, ou qu'on va créer une relation dans laquelle la tromperie est le résultat de la relation, entre guillemets. Donc c'est aussi à nous de changer cette croyance-là, de déjà s'ouvrir à la possibilité qu'il y aura une relation sans tromperie, mais aussi faire le travail pour qu'on ne soit plus trompé, tout simplement. Et c'est un autre sujet, il y a 1000 raisons pourquoi on peut créer une relation qui va amener à ça, où on attire ce genre de partenaire. Mais voilà, c'était un exemple comme un autre. Et du coup, ces croyances limitantes, elles peuvent vraiment, en fait, il y en a plein hein, dans nos sociétés, euh, au niveau du couple, et elles peuvent nous faire peur, en fait. Elles peuvent vraiment nous faire peur. Et, euh, et moi, je suis en train de réfléchir un peu comment je veux le formuler. En fait, ce que je trouve important, et ce qui m'importe beaucoup avec Graines de Cœur, que ce soit le podcast ou le blog, c'est vraiment de communiquer qu'on peut créer un couple en fait sur mesure qui nous va à nous à un moment donné avec une personne donnée. C'est-à-dire qu'on est avec quelqu'un, voilà, on crée la relation qui nous va bien. Dans 5 ans, cette relation sera différente. Dans 10 ans, cette relation sera différente. Dans 6 mois, cette relation sera différente. Et elle n'a pas besoin de rentrer dans les cases de la société, dans les cases de ce que nos parents attendent, dans les cases de ce que nos amis attendent. On a le droit de créer la relation qui nous va à nous et de changer un peu les règles du couple pour quelque chose qui nous va à nous, en fait. Et ça qui est important. Et du coup, il faut un peu faire sauter toutes les croyances, je sais pas moi, toutes les choses qu'on dit vis-à-vis du couple, qui vont se mettre en travers d'un couple épanoui et heureux, en fait. Et si vous avez besoin d'aller à l'encontre de ce qui se dit, de ce qui se fait, de ce qui est attendu en manière de couple pour être heureux, bah, allez-y, essayez. Voilà, c'est important d'être heureux, d'avoir une chance de créer un couple épanoui, et il n'y a qu'une manière, entre guillemets, pour vous et votre partenaire, enfin, il n'y a pas qu'une manière, mais je veux dire, c'est votre relation à vous, elle est unique, elle n'a pas rentré dans les cases des autres, en fait. Voilà, donc les croyances limitantes à faire sauter, et elles se mettent en travers. Donc c'est l'une des raisons de pourquoi on a peur de s'engager éventuellement. Et l'une des dernières raisons, alors il pourrait y en avoir plus, hein, j'ai quand même pris un peu l'essentiel et les choses les plus courantes, c'est que c'est pas le bon moment. Et du coup, c'est tout simplement, par exemple, que l'un des partenaires pense que vous voulez avoir des enfants, par exemple, mais que vous êtes dans une situation financière ou de couple instable, les choses vont pas, il y a des choses à régler, et du coup, on n'ose pas, quoi. On n'ose pas passer à l'une des étapes suivantes qui pourrait être, je sais pas moi, construire une maison à deux, enfin se lier davantage. En fait, souvent ce qui se passe, c'est qu'avec les prochaines étapes, c'est que c'est une sorte d'engagement supplémentaire, notamment un mariage, notamment un enfant, notamment un achat à deux. C'est des choses qui sont dures à démêler après coup, en fait. Et du coup, c'est aussi ça qui cause cette résistance en fait à s'engager, c'est voilà, si on a quelques doutes sur la relation, sur le partenaire, sur voilà, si on n'est pas en confiance,
que c'est l'une des fondations, hein, je vous rappelle que d'après Gottman, pour les assidus du blog ou du podcast, c'est l'engagement et la confiance. C'est les deux fondations du couple. Et du coup, on comprend bien en partant de ce postulat que c'est les deux fondations du couple, c'est l'engagement et la confiance, que si on a des doutes, on va avoir peur de s'engager. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'était un peu pour faire le tour de pourquoi on a peur de s'engager. J'aimerais qu'on voit quelques solutions ensemble pour vous aider un peu et vous faire avancer là-dessus. Donc c'est comprendre ce qui bloque, la première solution. Et donc ça peut être fait en thérapie, ça peut être fait en coaching, ça peut être fait avec du journaling, donc écrire sur un bouquin sur un petit carnet ce qui vous passe par la tête, en parler à vos amis, trouver des gens, des mentors un peu spirituels qui peuvent vous aider, lire des livres sur les relations de couple, les étapes des relations de couple par exemple. Il y a souvent cette idée de 2, 3 ans, 6, 7 ans qui sont des étapes de couple importantes, la vie à deux, avoir un enfant, etc., etc. Donc il y a pas mal d'étapes de couple qui sont un peu documentées en psychologie ou dans d'autres domaines et avec certains problèmes qui ressortent à certains moments. Ça peut être bien un peu de s'éduquer là-dessus si vous en êtes là en fait et comprendre que c'est peut-être un processus tout à fait normal et qu'il faut peut-être comprendre comment passer à l'étape d'après à deux. Et vous pouvez simplement, oui, parler à votre famille, parler à votre ami, regarder d'autres couples qui sont déjà passés par là pour un peu vous rendre compte des dynamiques en jeu, des schémas en jeu dans votre couple, mais aussi chez vous en fait, parce que souvent c'est des schémas qui sont chez nous qu'on répète en fait, on répète ce qu'ont fait nos parents, on répète ce qu'on a fait dans les relations d'avant, et donc il y a un petit travail personnel d'investigation entre guillemets à faire pour vraiment voilà, comprendre ce qui bloque dans le couple, ce qui bloque chez moi, ce qui bloque chez elle, et puis essayer ensuite de naviguer tout ça. Je voulais aussi vous donner en solution ce que j'appelle se poser les bonnes questions. Et je vais prendre deux exemples de ce qui est une bonne ou une mauvaise question, parce que quand on se pose des questions, on se pose souvent les mauvaises. Il y a quelque chose à comprendre, c'est que le cerveau humain cherche à trouver des réponses. Et donc, si vous vous posez les mauvaises questions, vous allez trouver des mauvaises réponses. Donc, je vais prendre l'exemple d'une mauvaise question. Ça peut être pourquoi il ou elle ne veut pas s'engager. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Donc ça, c'est une mauvaise question parce que vous allez chercher des raisons pourquoi il y a une peur de s'engager. Et en plus, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Donc ça, vous allez trouver des réponses. Alors qu'une question plus intéressante à vous poser, parce que là, en plus, avec la question que je vous donnais avant, là, pourquoi ne veut-il pas s'engager? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? On prend un peu on s'autoflagelle, quoi, entre guillemets. Alors qu'une bonne question alternative, ça pourrait être quelles expériences passées le ou la retiennent pour avancer dans notre relation? Comment puis-je l'aider à soigner ses blessures? Ou l'accompagner? Parce que c'est pas notre responsabilité de soigner les blessures de nos partenaires, mais par contre, on peut les accompagner, on peut peut-être faire des suggestions, on peut peut-être les aider d'une manière ou d'une autre. Et du coup, on va essayer de comprendre que le fait qu'ils aient peur de s'engager, on a vu les raisons juste avant ensemble, nouveau niveau d'engagement, douleur passée, croyances limitantes, ça n'a rien à voir avec nous tout ça en fait. Donc il faut pas s'autoflageller, il faut plutôt essayer de comprendre ce qui se passe. Donc ça c'est une meilleure question à se poser. C'est qu'est-ce qui le bloque? Peut-être parler de ses échecs en relation, même si moi je vois pas vraiment ça comme des échecs, hein. Les relations qui n'ont pas marché, entre guillemets, c'était une chance d'avancer, d'apprendre, et souvent c'était aussi des très bons moments partagés. Donc les relations qui ont été terminées, ou souvent on parle de relations échouées ou d'échecs de relations, c'est du langage courant on va dire, même si ici on le voit un peu différemment sur le blog. Donc essayez de comprendre tout ça. Une autre mauvaise question, c'est il ou elle a peur d'avoir des enfants avec moi. Pourquoi est-ce que je suis si immature que ça? Donc souvent c'est courant avec les enfants, c'est que on ne veut pas avoir des enfants avec quelqu'un qui a un enfant en fait. Surtout les femmes, et c'est pour nous aussi les hommes, hein, ça nous arrive si on trouve une nana qui veut des enfants mais qu'on trouve pas mature, il y a cette petite peur quoi. Et du coup encore une fois c'est pas nécessairement la meilleure question à se poser. J'ai essayé de la reformuler d'une manière plus positive. Donc c'est ok, il ou elle a peur d'avoir des enfants avec moi. Comment je peux travailler sur moi-même pour grandir, mûrir et devenir un homme ou une femme plus confiant, avec plus de confiance ou plus entreprenant, etc. Donc au lieu encore une fois, de s'autoflageller, se concentrer sur qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer, et qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment, sur les 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, quoi que ce soit, selon le travail que vous avez à faire et la vitesse à laquelle vous voulez le faire,
devenir cette personne qui sera plus mature, plus prête ou plus prêt à recevoir, à co-créer des enfants avec quelqu'un d'autre, tout simplement. Donc voilà, se poser les bonnes questions, ça peut vous aider un peu à comprendre pourquoi il y a cette peur de l'engagement et quoi en faire en fait. Ensuite, une fois qu'on a un peu, c'est donc les deux premières solutions, c'était un peu pour comprendre la source de la peur de l'engagement, essayer de mieux comprendre. Et là, une des étapes qui peut vous aider vraiment à changer ça, c'est une méthode de développement personnel, c'est ce qu'on appelle la méthode des petits pas. Et en fait, je sais pas, ça parle de lui-même, mais je vais l'expliquer parce que vous n'êtes pas familier avec ça. C'est cette idée de faire des petites choses tous les jours, en fait, quand on veut changer quelque chose dans sa vie, ou quand on veut passer à une nouvelle étape dans son couple, par exemple, c'est plutôt que de faire un gros saut d'un coup, c'est faire des petits pas. Donc, je vais prendre l'exemple de vivre ensemble, par exemple. Vous avez peur de vivre à deux ou revivre avec quelqu'un d'autre. Donc vous avez soit c'est la première fois que vous vous emménagez avec votre chérie, enfin potentiellement vous emménagez avec votre chérie, soit c'est peut-être la 3, 4, 5e fois, mais ça s'est relativement mal passé les autres fois, donc vous avez beaucoup d'appréhension. Et donc au lieu de passer du stade je vis chez moi, elle vit chez elle, on vit ensemble, pourquoi pas faire, ok, passons un week-end ensemble la première fois, ou même une soirée. Mais vraiment, pas une soirée à l'extérieur ou un ou 2 jours, voilà. Puis passons 3, 4 jours. Puis passons une semaine. Après, on retourne chacun chez soi, on regarde comment ça se passe, comment on se sent. 2 semaines, 3 semaines, un mois, 6 mois, n'importe. Mais essayez de peut-être une solution temporaire qui vous paraît adaptée en fait selon vos peurs à vous et votre tolérance à vous et la tolérance de votre partenaire pour essayer de trouver une situation où vous allez vous exposer à ce qui fait peur et petit à petit vous exposer de plus en plus et en même temps débriefer de ce qui va pas. Peut-être faire des petits ajustements, peut-être que bah voilà, l'appartement était où vous vouliez vivre à deux, c'est peut-être pas terrible. Alors va peut-être falloir trouver un autre appartement. Donc vous laissiez vos 2 appartements pour en trouver un autre pour emménager à deux. Et ça peut coûter un peu plus d'argent, parce qu'il y a peut-être un double loyer temporairement, il y a peut-être des choses comme ça, mais ça vaut vraiment le coup d'aussi d'avoir votre plan de sortie entre guillemets. Hein. Si jamais vous aviez peur d'emménager à deux, que ça se passe mal, il faut avoir quelque part où retomber, donc c'est pas nécessairement perdu de garder son chez soi quelques mois de plus dans ce cas-là. Et donc la méthode des petits pas, ça pourrait être aussi peur, je sais pas moi, d'acheter une maison à deux, et ben c'est de regarder les peurs, donc comprendre ce qui bloque, se poser les bonnes questions, et ensuite une fois que vous avez compris tout ça, ben, faire des petites étapes tous les jours ou régulièrement, donc comprendre le prêt à la banque, c'est une question financière, peut-être comprendre l'impact financier en cas de séparation, commencer à chercher la maison de vos rêves et définir à quoi la maison de vos rêves correspond, et parler un peu plus de tout ça plutôt que en fait, souvent, on imagine, par exemple, acheter une maison à deux, on s'en fait une montagne, que c'est un gros truc, mais en fait, c'est plein de petites étapes. Et en commençant les petites étapes et en avançant petit à petit, on va se rendre compte que c'est peut-être pas, ça fait pas si peur que ça, en fait, parce qu'on est dans le processus, on est engagé, on avance, on n'est pas bloqué, on n'est pas coincé, on n'est pas dans le mental à vraiment à se faire des films, on est dans le processus d'avancer, et petit à petit, on va voir, ok, bon, là, au bout de quelques mois, vous avez sécurisé l'aspect financier, vous avez le prêt qui est prêt avec la banque, tout est clair, vous êtes à l'aise avec les sommes en jeu, avec ce que ça veut dire pour les sommes remboursées pour les 20-30 prochaines années. Ensuite, après, vous allez commencer peut-être à être à l'aise avec le type de maison que vous voulez acheter à deux, ou le type d'appartement. Vous êtes aligné sur, je sais pas moi, la déco, sur plein de trucs, et petit à petit, vous allez voir que, ok, est-ce que ça vous va, quoi? Et à tout moment, vous pouvez renégocier, à tout moment, vous pouvez aussi décider de pas franchir le pas. C'est ok aussi, hein. C'est aussi ok de dire non, je pense que j'étais prêt, je suis pas prêt, je demande plus de temps. Après, ça peut coûter la relation, ça peut, etc. Mais il faut se respecter, il faut s'honorer, il faut s'aimer, entre guillemets, être honnête avec soi-même. Donc voilà, donc c'est la méthode des petits pas, et essayer d'un peu de ces grosses étapes de vie, d'y s'y exposer petit à petit ou de les casser en plus petits objectifs pour vraiment avancer et puis aller de l'avant en fait, plutôt que d'être coincé dans notre tête. Parce que souvent on est vraiment coincé dans notre tête. Et enfin, la dernière solution que je voulais vous donner, j'ai un article complet sur le sujet, c'est la vision du couple. Donc c'est prendre un peu le temps, peut-être plusieurs séances. Alors j'avais suggéré d'aller se mettre dans un café par exemple, en terrasse, et
et passer 1 heure ou 2 à discuter, bah, c'est quoi votre vision de votre couple. Alors ça marche pas trop en confinement et en Covid, mais on devrait en sortir bientôt. Et ça peut être fait autour du feu à la maison, sur la terrasse dehors, simplement à l'intérieur à la table. C'est prendre quelques heures, plusieurs fois, pour vraiment définir la vision de votre couple. Qu'est-ce que vous voulez créer à deux? Qu'est-ce qui est important pour vous? Quel type de foyer vous voulez? Quel type de relation vous voulez? Peut-être, je sais pas moi, quel type de lifestyle vous voulez? Est-ce que vous voulez être des employés? Est-ce que vous voulez être des entrepreneurs? Est-ce que vous voulez être des investisseurs? J'en sais rien, moi. Et, et essayez un peu de créer cette vision, et vous allez voir qu'en fait, si une fois que vous avez cette vision qui est alignée, que vous savez que vous voulez aller dans la même direction de vie, que vous avez des choses en commun, peut-être des choses pas en commun aussi, vous savez que bah, le couple va vous apporter ces éléments-là que vous avez en commun, et ce qu'il n'y a pas en commun, il va falloir le chercher avec des amis, il va falloir le chercher tout seul, il va falloir le chercher je sais pas, avec votre propre entreprise, voilà, il va falloir trouver un moyen de satisfaire ces besoins-là hors du couple, tout en respectant bah, voilà, votre partenaire et ce qui est autorisé selon vos règles de couple, hein, selon si vous êtes monogame, polygame ou j'en sais rien, voilà, ce que vous vous autorisez à faire. Et les règles du couple, c'est aussi quelque chose, j'ai un article spécifique sur le sujet pour vraiment vous expliquer, enfin, vous guider un peu sur l'importance de définir, bah, là on parle de fidélité par exemple, parce que d'avoir la même définition de la fidélité dans le couple, dans votre couple, ça peut paraître évident, hein, mais ça l'est pas en fait. Il y a des gens qui pensent que tromper c'est un bisou, il y a des gens qui pensent que tromper c'est flirter, il y a des gens qui pensent que tromper c'est coucher, et selon où vous êtes, ben voilà, c'est pas la même chose. Donc voilà, donc une fois que vous connaissez vos règles, vous avez créé votre vision de votre couple, et ben avec les règles et la vision, ben, atteindre, travailler vers votre vision de couple, ce qui va vous rapprocher, ce qui va un peu vous réunir, et en même temps aussi comprendre ce que peut-être le couple n'apportera pas, ce que le couple ne résolvera pas, ou ce que le couple ne vous nourrira, ce sera pas un couple qui vous nourrira sur ça, et puis trouver un moyen de satisfaire ça. Donc les deux sont importants. Et je vais essayer de vous mettre en lien le lien vers l'article sur la vision du couple, mais en gros c'est vraiment ça peut être rédigé sous forme, ça peut être un vision board, donc vous pouvez coller des images, des symboles, des corps que vous voulez, des vacances, des lieux que vous voulez visiter, du type de maison que vous voulez avoir, je sais pas moi, si vous voulez une famille, 2 enfants, peut-être une photo avec une famille et 2 enfants heureuses, des choses qui vous inspirent comme ça peut être aussi un texte rédigé, euh, plus ou moins formellement, pas un contrat, mais quelque chose de, voilà, pour nous, le couple, c'est si ça, on communique de telle manière, voilà, on règle les soucis de telle manière, et vraiment étaler tout ça, quoi. Et c'est un truc de personnel, c'est un truc unique à votre couple, il n'y a pas besoin que ce soit bien, enfin, il n'y a pas de bien ou pas bien, c'est un truc personnel avec votre chérie et unique à votre couple. Donc voilà, donc je vais reprendre un peu tous les points qu'on a vus aujourd'hui rapidement pour conclure le podcast. Donc on a parlé de la peur de l'engagement. Donc la peur de l'engagement, c'est cette idée de résistance à la prochaine étape du couple, ou même à la création du couple officiellement, entre guillemets, ou cet évitement de la prochaine étape, ou on délai la prochaine étape. On a vu ensemble les signes, on a vu ensemble aussi la différence entre la phobie et la peur, donc c'est vraiment assez similaire, hein. C'est juste que la phobie c'est quelque chose d'un peu plus irrationnel et souvent qui est un peu plus maladif et un peu plus, on va dire, qui est un peu plus ruminé, un petit côté obsessionnel, et on a vraiment du mal à le gérer, alors qu'une peur, souvent on arrive à la gérer. Quand on a une phobie, c'est vraiment quelque chose qui nous dépasse, en fait. C'est aussi pour ça que c'est important d'avoir de l'aide. On a vu quelques raisons pourquoi on a peur de s'engager. Donc on a fait un rappel aussi que c'était rarement noir et blanc. La peur de s'engager, c'est souvent de 1 à 100% ou de 0 à 100%, et il y a une sorte de grille en fait. Il faut un peu comprendre, est-ce que bon, on a une petite ou une grande peur entre guillemets de s'engager, et puis gérer cette peur-là en conséquence. Si c'est quelque chose qui nous fait vraiment peur, il va falloir peut-être y passer un peu plus de temps et d'efforts. On a vu aussi cette notion de nouveau niveau d'engagement. Donc la première fois je sais pas moi, la première fois qu'on couche avec quelqu'un, la première fois qu'on emménage ensemble, la première fois qu'on a un enfant avec quelqu'un ou qu'on achète quelque chose avec quelqu'un, c'est des choses qui peuvent faire peur. On a vu aussi les douleurs passées, les croyances limitantes qui sont souvent liées. Donc on a peur de refaire quelque chose qui s'est mal passé, et on a éventuellement développé des croyances qui font qu'on pense que ça se passera toujours mal. Et du coup, c'est une étape qu'on va éviter à tout prix. Il y a des personnes qui veulent même plus avoir ce genre de choses dans leur couple, donc refusent de vivre à deux, par exemple,
parce que à deux ça se passe mal, donc ils vont jamais reconsidérer cette option. Alors peut-être qu'un jour, vivre à deux, ça leur irait avec quelqu'un d'autre en fait. Il y a ça aussi, mais du coup ils ont développé cette croyance que vivre à deux ça marche pas, et ils donneront plus cette chance-là en fait. C'est une opportunité qu'ils ne considéreront plus. Alors ça vaut le coup d'être vigilant sur comment vivre à deux quand ça se passe mal souvent, mais peut-être fermer cette porte à jamais, ça peut être considéré comme une croyance limitante. Et aussi ça du fait que c'est pas nécessairement le bon moment, et voilà, par exemple, voilà, vous vouliez des enfants, mais la situation n'est pas stable financièrement dans le couple à d'autres. Et ensuite on a vu les solutions, donc je vais les revoir rapidement avec vous, donc comprendre ce qui bloque, se poser les bonnes questions. Après on a vu, donc ça pourrait aider vraiment à comprendre ce qui se passe. On a vu la méthode des petits pas, donc s'exposer graduellement à ce changement et de manière limitée. Donc passer, si on parlait d'emménager, passer un jour ensemble, puis 2 jours ensemble, puis une semaine, puis un mois, et puis voir si vraiment vous êtes prêt à emménager. Et enfin, créer la vision du couple pour vraiment vous aligner avec votre partenaire sur où vous voulez aller dans la vie à deux, qu'est-ce que le couple vous apportera, etc., etc. Et vraiment créer cette inspiration en fait pour le couple, et qui devrait vous rapprocher, qui devrait vous faire sentir que vous êtes une équipe, et qui devrait vous aider à surpasser en fait les peurs de l'engagement, parce que vous savez qu'il y a quelque chose de plus grand, vous savez que vous cherchez à créer quelque chose de plus beau, et voilà, ça vous aide à passer aux étapes suivantes. Avant de fermer le podcast, j'aimerais juste vous rappeler que sur le blog, donc grain-2-coeur.fr, vous pouvez, en échange de votre prénom et de votre email, vous pouvez récupérer un bonus sur mon e-book qui vous donne 5 conseils de communication. J'ai pris des conseils vraiment qui ont vraiment changé mes relations, et qui ont vraiment, en fait, qui sont vraiment pratiques aussi. Donc c'est des choses qui s'implémentent rapidement. Si vous lisez l'e-book tout seul, ou si vous lisez l'e-book avec votre partenaire, avec votre chéri, vous allez pouvoir suivre les conseils rapidement, et avoir cet impact directement dans votre relation de couple. Et c'était très important pour moi que cet e-book gratuit ait un impact en fait tout de suite, sans vous demander de faire des choses très longues et très compliquées, un peu plus avancées. Là, vous allez avoir un impact sur votre couple. Donc voilà, il suffit juste d'utiliser l'un des formulaires sur le blog, il y en a plein. J'en ai mis un peu partout, en bannière, au pied des articles, etc. Et je vous demande juste votre prénom et votre email pour avoir le consentement de vous envoyer l'e-book, et d'échanger avec vous par email. Et enfin, je vous invite aussi, si vous le souhaitez, à votre bon cœur, à laisser une note ou à laisser un commentaire sur la plateforme de podcast sur laquelle vous utilisez le podcast, si c'est une option. Souvent ça l'est, parce qu'en fait les podcasts c'est toujours un peu dur à promouvoir, et en fait l'une des meilleures manières c'est simplement de mettre une note et un commentaire, et mettez la note qui vous va, donnez-moi des feedbacks sur ce qui va pas. Là, je suis en déplacement, par exemple, j'enregistre avec une qualité audio qui est un peu moindre que d'habitude. Donc, les habitués, vous allez peut-être l'entendre. Donc, n'hésitez pas à me faire un retour par email, en commentaire, pour vraiment un peu me dire si ça va, si c'est pas assez comme qualité, etc. Ça devrait aller normalement, je vous rassure, mais bon, c'est à vous de juger, c'est pas à moi. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée, et je vous dis à très bientôt. Il y a un article qui arrive dimanche aussi, donc à très bientôt sur le blog. Et puis, merci pour votre écoute, merci pour votre bienveillance, et puis on échange bientôt. Allez, salut!